Messieurs les présidents de commission et mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie tout d'abord d'avoir inscrit à l'ordre du jour de vos deux commissions aujourd'hui mon audition. Et je souhaite donc qu'elle me permette de répondre à l'ensemble des questions que vous souhaiterez me poser. Au préalable, je souhaiterais insister sur la qualité du dialogue que je souhaite nouer avec les assemblées. La Haute Assemblée représente les collectivités locales et revêt donc une importance toute singulière à mes yeux, puisque la réussite de mon action sera, je le sais, conditionnée au pacte que nous saurons nouer avec les collectivités locales. Le président de la République et le Premier ministre m'ont confié un portefeuille ministériel qui est tourné vers l'avenir. Alors c'est un honneur certes, mais c'est aussi et surtout une chance, celle de pouvoir impulser et conduire le redressement productif de notre pays. Et je crois qu'il faut y être attaché dans une période qui est marquée actuellement par des nouvelles qui sont plutôt moroses et mauvaises, des inquiétudes sur l'avenir de la zone euro. Alors avec Arnaud Montebourg, nous sommes pleinement mobilisés depuis plusieurs semaines déjà au service de cette ambition. Et certes, comme je le disais, il y a les urgences à traiter. Et l'État est déterminé à sauver les sites, sauvegarder l'emploi, préserver le savoir-faire industriel français et accompagner ces mutations. Mais il nous revient aussi, et surtout au cœur de la crise, de préparer à l'avenir, de dessiner les conditions du rebond, de construire les leviers de notre compétitivité et de préparer la croissance future. Les raisons de croire en notre sursaut, en nos entreprises et en notre pays, en ses capacités, en notre force d'entreprendre ne manquent pas. J'en ai chaque jour de nouveaux exemples au travers de mes déplacements ou de mes rencontres. Mais ma conviction, c'est que ce sursaut suppose que nous poussions notre avantage là où nous sommes en capacité de le faire, d'agir là où réside notre intérêt stratégique, là où le retour sur investissement sera le plus rapide et le plus efficient pour la France. Nous n'avons plus le temps de faire de mauvais choix, les mauvais choix. Donc le premier de mes chantiers sera celui des PME. Pour relever la France et ses emplois et ses entreprises, il nous faudra aider celles qui constituent 97% de notre tissu économique, c'est-à-dire nos PME. Je suis la ministre de ces 97%-là, dont on parle si peu et dont on s'occupe souvent si mal. Nos PME doivent avoir accès au financement, être accompagnées à chaque étape de leur développement et être, à chaque fois que cela est possible, encouragées pour aller vers l'export. Quel diagnostic dressons-nous au terme de 2 mois de travail et de consultation ? Tout d'abord, les PME françaises offrent déjà de belles réussites et je crois qu'il faut s'en féliciter. Certaines d'entre elles ont un formidable potentiel et des atouts sur lesquels il faut capitaliser. Pour autant, nous n'ignorons pas que leur situation est très tendue et que de fortes menaces pèsent sur leur activité. Il y a d'abord des difficultés conjoncturelles. 2 crises successives laissent des traces, parfois lourdes. Et je sais aussi, comme en attestent les premières remontées de terrain relayées en particulier par la CGPME et par les élus également, qu'il y a des signes de tension manifestes sur la trésorerie. Mais il y a aussi des préoccupations plus structurelles. Aujourd'hui, nous le savons, les PME françaises naissent petites en effectifs et en capitaux propres, et peinent ensuite à combler leur retard pour grandir, pour innover, pour exporter. C'est pour qu'elles soient en mesure de poursuivre leur développement sans heurts, y compris à l'international, que j'ai donc annoncé avec Arnaud Montebourg un plan PME pour la rentrée. Je souhaite le redire ici, les PME de notre pays doivent être soutenues et elles le seront fortement, je m'y engage. Ce soutien prendra la forme dès l'automne d'un plan PME. Quelles en seront les lignes directrices et les lignes de force ? Tout d'abord, nous souhaitons briser le plafond de verre qui fragilise les PME dans leur expansion et donc nous proposerons une série de mesures afin de mieux les accompagner aux différents stades de leur développement. De quel plafond de verre parlons-nous ici ? De celui auquel se heurtent les PME parfois dès la première étape si cruciale de leur financement. La création prochaine de la Banque publique d'investissement, la BPI, apportera de ce point de vue une réponse en même temps qu'une sécurité importante. Sur la question essentielle du financement, aucune source ne sera et ne devra être négligée pour les PME. Le rapport de NICE Euronext, dont les conclusions ont été dévoilées le 3 juillet dernier, sur le projet d'une plateforme boursière destinée aux PME et aux ETI, ouvre une piste qui méritera d'être expertisée. Il nous faudra aussi améliorer l'environnement des entreprises, sans vouloir tout bouleverser et tout chambouler, car nous savons que la stabilité est un élément important de la confiance que peuvent avoir les chefs d'entreprise et les salariés, mais en ayant toujours à l'esprit la volonté de faire réussir nos PME. Nous devons donc reprendre pour mener à bien cette fois-ci le chantier important de la simplification administrative. Il n'est pas possible de continuer à décourager l'envie d'entreprendre dans notre pays par un manque de coordination entre administrations ou par ignorance de la réalité quotidienne des entreprises. Mon message aux PME est donc très clair. Tout sera mis en œuvre pour faciliter votre activité et votre croissance, car au bout du compte, c'est la France qui en bénéficiera. Cela passera, vous l'avez dit tout à l'heure, par une fiscalité adaptée. Le poids de l'impôt est aujourd'hui plus lourd pour les PME que pour les grands groupes, comme l'affirmait le Premier ministre dans son discours de politique générale. Les PME doivent donc bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux.
Je ne sous-estime pas la nécessité de rétablir l'équilibre de nos finances publiques, qui sont en très mauvais état, objectif du gouvernement auquel je souscris totalement, mais ce redressement doit se faire aussi au plan fiscal sous le signe de l'équité entre les PME et les grands groupes. Cela passera aussi par une forme de sensibilité, de culture PME dans la manière de concevoir nos politiques économiques et de légiférer. Chaque mesure, chaque texte, chaque décision peut avoir un impact lourd, parfois imprévu, sur la vie quotidienne de nos PME. Et c'est la raison pour laquelle je vous proposerai de mettre en œuvre un test PME. Ce test, c'est la garantie d'une action efficace économiquement. Nous veillerons ainsi à ce que chaque nouvelle législation, avant de devenir définitive, soit examinée à la lumière de ses effets sur l'entreprise et plus particulièrement sur la petite et moyenne entreprise. Voilà donc pour le plafond de verre à faire sauter. Le second engagement pris est de stimuler le réflexe PME et l'esprit d'entreprise auprès du plus grand nombre. Je veux le dire ici avec force, l'esprit d'entreprise n'appartient à aucune famille politique. Je crois que le temps où cette thématique servait davantage à entretenir des clivages idéologiques factices, plutôt qu'à faire avancer les entreprises françaises, est terminé. Qu'entend-on par réflexe PME? D'abord, c'est un meilleur équilibre entre donneurs d'ordre et sous-traitants. La sphère publique devra sur ce plan montrer l'exemple, et je veux bien sûr parler ici de la commande publique qui a été évoquée tout à l'heure par le Président. On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de ce que les PME obtiennent une part des marchés publics notablement inférieure à ce qu'est leur poids dans l'économie. L'État, mais aussi les opérateurs et les collectivités locales doivent conduire de concert cette importante concertation et cette importante réflexion. Stimuler le réflexe PME, c'est provoquer ce déclic entrepreneurial dans le pays afin qu'il soit en mesure d'innover, d'exporter et finalement de créer les emplois de demain. J'ai confié il y a quelques jours à M. Philippe Ayat, le fondateur en 2007 de l'association 100 000 entrepreneurs, une réflexion sur l'action publique à mener dans notre pays pour soutenir durablement l'esprit d'entreprendre. Je recevrai ses conclusions le 29 août prochain. Faire sauter le plafond de verre, développer l'esprit d'entreprise, mais aussi gagner la bataille de l'international. Mon troisième engagement, et je veux insister devant vous sur ce point, portera sur le soutien apporté aux PME dans leur bataille pour la compétitivité et la conquête des marchés internationaux. Le commerce extérieur de la France traverse une passe très préoccupante. En un peu plus de 10 ans, la part des exportations françaises dans les échanges mondiaux a presque diminué de moitié. Or, comme vous le savez, les PME sont concernées au premier chef dans cette tendance à la baisse. D'une part, elles sont trop peu nombreuses à exporter, notamment par rapport aux entreprises allemandes ou anglaises, ou même italiennes. D'autre part, en valeur, moins d'1 euro sur 2 exporté provient des PME. Avec ma collègue Nicole Bricq, nous mettrons donc en œuvre pour faire participer activement les PME à l'effort de redressement, nous mettrons tout en œuvre pour faire participer activement les PME à l'effort de redressement des exportations. On a beaucoup insisté au cours des derniers mois, et à juste titre, sur le différentiel de performance à l'exportation qui s'est creusé au cours des années 2000 entre la France et l'Allemagne, à notre détriment. Il est essentiel d'aider les PME à renforcer la stratégie de différenciation de leurs produits et de leurs services à l'export. Le prix ne fait pas tout. Et pour cela, j'entends soutenir de manière volontaire la stratégie globale d'innovation des entreprises dans ses différentes dimensions. Accompagnement de la transition numérique, design, marketing, stratégie de marque, propriété intellectuelle, etc. Ce qui me permet donc de faire une passerelle avec l'innovation qui constitue effectivement le second volet de mon portefeuille. Je veux dire un mot à ce stade du nouveau modèle français de l'innovation que nous voulons bâtir avec Arnaud Montebourg. Face aux difficultés que connaît actuellement le pays, face à une concurrence internationale acharnée, il est plus que jamais nécessaire de se tourner vers l'innovation. Pour tirer parti des ressources considérables de notre pays dans ce domaine, il faut d'abord changer la manière dont nous pensons l'innovation. Sans doute faut-il élargir nos approches pour ne pas la réduire au seul grand programme de recherche fondamentale. Cette recherche publique, cette recherche fondamentale est indispensable. C'est pour tout dire un trésor national et une locomotive. Mais il nous faut construire une stratégie d'ensemble au service de la compétitivité économique de notre pays qui ne se limiterait pas à cette approche ou à une aide aux dépenses de recherche et développement. Tout d'abord, les outils utiles et structurants tels que le crédit impôt recherche seront non seulement pérennisés dans leurs principes, mais seront même pleinement mobilisés. Le crédit d'impôt recherche est un puissant outil d'aide à la recherche et développement. Les entreprises comptent sur lui pour développer leurs programmes de recherche et il constitue un facteur majeur d'attractivité pour les entreprises étrangères. Nous devons donc protéger ce dispositif crucial pour la compétitivité de long terme de la France. François Hollande a pris l'engagement d'accompagner cette sanctuarisation d'une double réforme. D'une part, le rendre plus juste en le recentrant sur les entreprises qui en ont le plus besoin et d'autre part, essayer de l'ouvrir aux dépenses aval d'innovation.
Les PME concentrent effectivement aujourd'hui 22% du crédit impôt recherche. Et sur les 13 000 bénéficiaires du crédit impôt recherche, les 21 plus gros captent plus d'un quart du crédit total. Ma conviction est que nous pouvons mieux cibler les PME sans pour autant pénaliser les grandes entreprises dont le rôle est par ailleurs capital pour l'écosystème de l'innovation nationale. L'autre axe de réflexion de François Hollande porte sur l'extension du crédit impôt recherche aux dépenses d'innovation. Le soutien à la recherche n'a de sens que si elle mène à la commercialisation de produits innovants qui en sont issus. Il faut donc encourager les entreprises à valoriser le fruit de la recherche. Mais au-delà du crédit impôt recherche, c'est bien un nouveau modèle d'innovation qu'il nous faut construire et il s'appuiera sur 3 grands axes. Le premier sera l'ancrage de l'innovation dans les réalités des territoires. Plusieurs structures de valorisation, de transfert et de soutien à la recherche et développement ont été créées depuis plusieurs années. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Incubateurs, pôles de compétitivité, technopoles, label des instituts Carnot, SAT, CRIT, RDT, RTRA. Je dis à dessein les acronymes parce qu'effectivement, le paysage aujourd'hui est devenu extrêmement complexe. Je souhaite donc que l'on veille à la bonne articulation entre ces structures et à l'implication forte des collectivités territoriales qui connaissent leurs PME et peuvent jouer un rôle crucial dans ces politiques de transfert. Les grands instituts de recherche technologique, INRIA, CEA, pour n'en citer que quelques-uns, auront aussi un grand rôle d'impulsion à jouer. Deuxièmement, il faudra aussi agir sur le financement de l'innovation. L'objectif étant de parvenir à mieux couvrir l'ensemble de la chaîne de l'innovation et de mieux concentrer les soutiens sur les technologies clés et sur les entreprises qui en ont le plus besoin, en particulier les PME innovantes. À cet égard, je soutiendrai notamment le maintien et le développement du dispositif fiscal en faveur des jeunes entreprises innovantes. Je veillerai également à ce que la Banque publique d'investissement soit organisée pour soutenir de manière très efficace l'innovation, particulièrement au niveau du capital risque et sur les missions autrefois dévolues à l'ANVAR avant sa fusion avec Oseo. Le troisième axe de travail, enfin, portera sur la valorisation et la diffusion de la culture de l'innovation. L'objectif doit être de créer un choc culturel aboutissant à la valorisation de l'esprit d'innovation aux côtés de l'esprit d'entreprise. Une nouvelle culture de l'innovation, cela passe notamment dans mon esprit par la promotion de l'étude du numérique à l'école. Je souhaite, comme Vincent Payon, avancer sur le développement dans notre pays du manuel numérique, mais aussi sur l'adaptation de l'offre pédagogique et la valorisation des jeux vidéo sérieux à but pédagogique et des ressources pédagogiques en ligne. Une nouvelle culture de l'innovation, cela implique aussi de réhabiliter la prise de risque liée à l'investissement dans les entreprises innovantes. Celle-ci sera encouragée tant pour les particuliers que pour les grandes entreprises. Une nouvelle culture de l'innovation exige enfin la mise en place d'une politique d'attractivité qui permette d'attirer des compétences et des financements étrangers. C'est là toute mon ambition, faire de la France une terre d'accueil reconnue des projets d'innovation internationaux. Sur les télécoms et sur le numérique, car je sais que votre commission est particulièrement intéressée par ce sujet, avec dans ses rangs plusieurs parlementaires aguerris. Je voudrais donc vous dire un mot sur le secteur des télécoms et sur la politique numérique. Un mot donc sur l'actualité brûlante du secteur, dans laquelle vous êtes plongé depuis ce matin, d'après ce que je comprends, et sur donc les difficultés sur le front de l'emploi. Nous avons rencontré avec Arnaud Montebourg les 4 opérateurs de téléphonie mobile afin d'identifier avec eux les voies permettant de revenir vers un modèle de croissance au bénéfice de l'emploi et de l'investissement. J'ai eu l'occasion de le dire devant l'Assemblée nationale et je vous le dis aussi aujourd'hui, il n'est ni pensable ni acceptable qu'un secteur comme celui des télécoms, qui est un secteur porteur de croissance, réglementé, protégé de la concurrence internationale, en tout cas dans son cœur d'activité, devienne un secteur destructeur d'emplois. C'est le message qu'avec Arnaud Montebourg, nous avons adressé aux représentants des salariés, des opérateurs que nous avons reçus la semaine dernière. C'est le même message que nous adressons aux salariés des sous-traitants, des opérateurs, dans les centres d'appel et les installateurs de réseaux. L'autre message que nous défendons depuis plusieurs semaines maintenant, c'est qu'il existe une voie permettant de répondre à la fois aux attentes de développement industriel des opérateurs et garantissant les droits des consommateurs à des services de bonne qualité à des prix raisonnables. Cette voie, c'est celle de l'investissement dans les relais de croissance. Ma conviction en matière de télécom, c'est qu'il nous faut permettre que le marché se développe en intégrant les demandes des consommateurs et les nouveaux besoins qui émergent. C'est de cette manière que l'on pourra à nouveau créer de la valeur pour le secteur et donc pour l'emploi et pour l'investissement. Nous ne jouons pas la division les opérateurs contre les consommateurs. Sur ce dossier comme sur d'autres, notre méthode demeure la concertation. Concertation avec les syndicats, concertation avec les opérateurs, concertation avec les associations de consommateurs, mais aussi avec le Conseil national de la consommation et le Conseil stratégique de filière, services et technologies de l'information et de la communication, le comité STIC, qui est rattaché à la Conférence nationale de l'industrie.
En somme, nous nous mobilisons et nous continuerons à le faire pour empêcher que des emplois soient détruits ou délocalisés, et nous souhaitons rappeler notre détermination à ce que les investissements nécessaires tant à l'aménagement des territoires qu'à la compétitivité et à la croissance de notre économie ne soient ni remis en cause ni retardés. Permettez-moi donc pour en finir d'ajouter un mot sur le très haut débit fixe et le déploiement de la fibre optique. La situation est difficile et parfois critique dans certains territoires. Je le dis sans embâche, nous ne sommes pas au niveau de l'attente des Français, puisqu'aujourd'hui près de 50% d'entre eux n'ont pas accès à un Internet haut débit satisfaisant, leur permettant d'avoir accès à une offre triple play de qualité. Il s'agit souvent des zones périurbaines ou rurales. Je comprends le mécontentement des personnes qui sont situées dans ces zones, qui sont de plus en plus souvent gênées par la lenteur du débit, que ce soit dans leurs pratiques personnelles ou professionnelles. Manque de concertation entre élus et opérateurs, manque de visibilité sur les objectifs à atteindre, manque de financement. Nous considérons que le programme national très haut débit a créé aujourd'hui beaucoup de frustration. Le président de la République, alors candidat, s'était engagé à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit en 10 ans. Pour réaliser cet objectif et pour agir efficacement, j'entends changer de logique en partageant des besoins de nos concitoyens et de nos territoires. En partant des besoins de nos concitoyens et de nos territoires. D'abord, il nous faut clarifier les objectifs de couverture. Compte tenu des disparités territoriales, sans doute faudra-t-il réfléchir en parallèle du déploiement du très haut débit à un objectif de vrai haut débit pour tous dès la fin du quinquennat. Ensuite, sur une clarification du rôle respectif de l'État, des opérateurs et des collectivités locales. L'État devra sans doute préciser le cadre d'investissement des opérateurs et des collectivités locales et sécuriser chaque acteur dans ses projets d'investissement. Il n'est pas tolérable que les élus n'aient pas d'assurance sur l'utilisation qui sera faite de leur réseau par les opérateurs. Dans le même temps, ceux-ci doivent disposer également d'un cadre d'intervention clair pour libérer l'investissement. Enfin, la question du financement doit être tranchée. Nous nous mobiliserons pour que l'Europe prenne sa part dans l'effort de financement public, mais l'État jouera pleinement son rôle de garant de la compétitivité de notre pays et de la solidarité entre les territoires. Je pense donc naturellement aux mécanismes de péréquation que l'État devra mettre en place pour assurer le financement des projets situés dans les zones où le déploiement du très haut débit présente des caractéristiques économiques moins rentables que dans les zones denses. En lien avec Arnaud Montebourg et en associant Cécile Duflot, je présenterai donc à la rentrée une feuille de route précise sur ce sujet qui sera issue d'un processus de concertation qui commence dès ce vendredi. Concernant le déploiement de la 4G, nous souhaitons également que ces services se déploient le plus rapidement possible. 2 bandes de fréquences sont aujourd'hui accessibles, mais vous le savez, des travaux complémentaires doivent être menés sur les fréquences issues du dividende numérique pour éviter les brouillages de la TNT. La question de l'utilisation de la bande 1800 MHz est également posée. La volonté du gouvernement sur ce point est d'avancer vite, parce que les attentes de nos concitoyens sont très fortes. Il nous faut lever l'ensemble des contraintes qui pourraient exister au lancement de ces nouveaux services mobiles, au bénéfice de l'emploi et de l'aménagement du territoire. La volonté du gouvernement est de lancer une nouvelle impulsion en matière de diffusion du numérique dans la société. C'est d'un côté toucher les populations fragiles et de l'autre avancer sur l'administration numérique ou l'e-administration. En effet, 2 grands axes de travail sur cette question de l'économie numérique. Celui tout d'abord d'une meilleure diffusion du numérique au sein des territoires et de l'économie française pour les plus petites entreprises et auprès des personnes les plus fragiles. Et celui ensuite de la diffusion du numérique au sein des administrations de l'État comme de celles des collectivités locales. Ces chantiers relèvent évidemment d'une logique interministérielle. Sous l'autorité du Premier ministre, je serai celle qui portera la volonté du gouvernement sur ces chantiers. PME, innovation, télécom, très haut débit, numérique. Mes sujets sont en quelque sorte ceux qui dessinent l'avenir de la France. Et j'ai donc souhaité dans ce propos liminaire vous communiquer mes premières pistes de réflexion et de travail, en même temps que l'enthousiasme qui m'anime dans cette belle mission qui m'est confiée. Merci beaucoup. Merci madame. Merci. Alors, nous allons engager donc les questions. Michel Teston est le premier. Merci messieurs. Un accord avec Hervé pardon. Qu'il avait 5 minutes d'entrée. D'entrée. Je vous remercie beaucoup. Je voulais juste, si vous me permettez, messieurs les présidents, madame la ministre, rappeler à la ministre quand même le travail qui a été accompli par le Sénat au cours des derniers mois, puisqu'il y a tout juste 1 an, nous avons adopté à l'unanimité de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, commission qui ne faisait qu'une à l'époque, un rapport qui s'appelait « Passer de la parole aux actes » et qui, je crois, dont le titre a le mérite d'être clair. Dans le prolongement de ce rapport, nous avons co-signé avec mon collègue Philippe Leroy une proposition de loi qui a été adoptée à une très large majorité au mois de février dernier.
Et dans cette proposition de loi, il y a 3 volets sur lesquels je voudrais revenir quelques instants. Premier sujet, le haut débit, parce qu'on parle beaucoup de très haut débit, mais il y a encore des territoires qui n'ont même pas de haut débit. Et quand vous parlez de l'offre au triple play, il y a des territoires qui se contenteraient encore de 512 kilobits seconde ou de 2 mégas. Et on sait que sur le 2 mégas, il n'y a que 77% de la population qui ont cette couverture minimale. Et donc dans notre proposition de loi, on avait suggéré qu'il y ait un véritable droit au haut débit pour tous qui soit reconnu. Et on avait renvoyé à l'ARCEP le soin de fixer les modalités, soit en incluant ça dans le service universel comme c'est possible, soit en faisant un droit opposable. Deuxième sujet, c'est celui de la téléphonie mobile, dont vous n'avez pas parlé, Madame la Ministre. Nous demandons depuis longtemps à ce que l'on revoie la manière dont on appréhende le taux de couverture, puisqu'aujourd'hui on a des taux de couverture très flatteurs parce que on mesure uniquement à l'extérieur, en zone habitée et en position immobile. Et donc votre prédécesseur a créé un groupe de travail qui n'a vraiment servi à rien, puisqu'il a juste pondu quelques recommandations qui sont un ensemble de poncifs et de platitudes absolument affligeants. Et donc je crois qu'il faudrait reprendre le travail sur ce sujet-là. Et troisième sujet, vous en avez parlé, c'est la question du très haut débit. Nous considérons, pour la plupart d'entre nous ici, que le programme national très haut débit fait la part beaucoup trop belle aux opérateurs, puisqu'aujourd'hui, tout le déploiement repose uniquement sur le bon vouloir des opérateurs, qui vont là où ils veulent, quand ils veulent, au rythme qu'ils souhaitent, et qu'ils ne sont absolument pas liés par leurs effets d'annonce, qui en revanche a des conséquences sur les collectivités, puisque vous le savez, dès lors qu'un opérateur dit qu'il couvrira une zone, la collectivité ne peut plus y aller au risque de perdre toute subvention, y compris sur la zone non dense. Donc dans cette proposition de loi, on avait souhaité non pas remettre en cause le modèle de déploiement choisi, mais arriver à un rééquilibrage entre les opérateurs et les collectivités, reposant sur une contractualisation entre collectivités et opérateurs, contractualisation contrôlée et éventuellement sanctionnée en cas de non-respect par l'ARCEP. On avait souhaité, mais on n'a pas pu trancher cette question aussi, que soit enfin alimenté le Fonds d'aménagement numérique du territoire et que l'on reconnaisse aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de couvrir l'ensemble de leur territoire dans un souci de péréquation. Alors ma question, comme ça je pense que je ne dépasserai pas les 5 minutes que le Président m'a accordées dans son immense mansuétude, ma question c'est que comptez-vous faire, Madame la Ministre, que le gouvernement compte-t-il faire de cette proposition de loi? Je ne vous ai pas entendu en parler, c'est quand même un travail qui a été fourni par le Sénat dans sa globalité. Je ne prétends pas qu'elle soit la panacée, qu'elle ne soit pas modifiable, qu'elle ne soit pas amendable, qu'elle ne soit pas améliorable, mais je pense que ce serait important qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, parce que sur un sujet aussi important, avoir un texte législatif, c'est quand même quelque chose de politiquement fort, et ça permettrait quand même d'avoir un cadre bien précis pour l'ensemble des acteurs. Vous avez rappelé que le Président de la République avait fixé un objectif ambitieux, encore plus ambitieux que celui de son prédécesseur, sur lequel j'avais déjà des doutes quant au fait qu'on l'atteigne. Donc j'ai eu l'occasion de vous le dire, si on veut que l'objectif du Président de la République soit tenu, il faut vraiment changer de braquet. Et pour l'instant, mais vous n'êtes là que depuis 2 mois, je ne sens pas encore ce changement de braquet. Et je vous redis publiquement ce que j'ai eu l'occasion de vous dire, je ne suis pas dans la majorité, mais je soutiendrai toutes les actions qui iront dans le bon sens en ce domaine, parce que je crois que l'aménagement numérique des territoires, c'est un sujet qui doit faire consensus, parce que les enjeux sont trop importants en termes économiques, en termes d'aménagement du territoire, et aussi sur un sujet dont on a nous-mêmes insuffisamment parlé en termes de filière industrielle, parce qu'il y a une filière nationale importante et créatrice d'emplois, et je crois qu'il faut absolument faire en sorte de l'encourager. Donc pour conclure, je dirais simplement que je souhaite que le slogan selon lequel le changement c'est maintenant s'applique pleinement en matière de numérique. Merci, monsieur Hervé Maurey. Alors maintenant, Michel Teston. Merci, messieurs. Merci, mais... La fin, c'est une adhésion. Merci, messieurs les présidents. Madame la ministre, merci d'avoir décrit les principales orientations de votre action. J'interviendrai seulement sur le très haut débit fixe, et ce en 2 temps.
Premier temps, je dirais quelques mots sur le plan national très haut débit qui organise, à mon sens, un déploiement numérique à 2 vitesses. Et ensuite, je formulerai 3 suggestions principales pour éviter justement une France numérique à 2 vitesses. Alors d'abord, sur le plan national très haut débit, je reprendrai une partie de l'analyse qui a été faite par Hervé Maurey, puisque nous sommes en phase sur ce qu'il faut penser de ce plan national très haut débit. Il favorise effectivement trop les opérateurs et il cantonne les collectivités territoriales dans le déploiement de réseaux dans les zones très peu denses. Et il a d'autres inconvénients, c'est que, comme cela a été dit aussi par Hervé, il gèle les initiatives des collectivités territoriales dans la mesure où un opérateur dit s'engager et en plus, s'il ne s'engage pas réellement, le plan national très haut débit ne prévoit actuellement aucune sanction à l'encontre de l'opérateur qui, en quelque sorte, a gelé les initiatives des collectivités territoriales. Et puis, dernier point, si une collectivité a un projet intégré qui porte à la fois sur une zone moyennement dense et une zone très peu dense, eh bien, l'interprétation qui en a été faite, je parle du plan national très haut débit par le gouvernement Fillon, fait que ces collectivités ne peuvent pas être aidées, cette collectivité ne peut pas être aidée pour la partie très peu dense. Et puis alors, le dernier point, c'est que le fonds d'aménagement numérique du territoire qu'on a créé avec la loi Penta il y a déjà 2 ans ou 3 ans, n'a jamais été alimenté. Donc voilà pour le constat que l'on peut faire sur le plan national très haut débit. Les suggestions à grands traits, 3 principales, pour éviter une France numérique à 2 vitesses. D'abord, contractualiser l'engagement des opérateurs et permettre à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes de pouvoir sanctionner le non-respect des engagements. Deuxième suggestion, permettre aux collectivités qui investissent dans des projets intégrés portant à la fois sur les zones moyennement denses et très peu denses d'être aidées dans les zones très peu denses, ce que ne prévoit pas actuellement le plan national. Et puis, troisièmement, abonder le fonds d'aménagement numérique du territoire, notamment en faisant en sorte que les opérateurs participent, ça serait donc une véritable péréquation, au fur et à mesure qu'ils développeront leur réseau dans les zones très denses et moyennement denses. En quelque sorte, on leur demandera de consacrer une partie de leurs recettes à la péréquation nationale pour aider notamment les collectivités à développer des réseaux dans les zones les moins denses, ce qui serait, à mon avis, la moindre des choses. On trouverait ainsi probablement un moyen de faire évoluer le plan national très haut débit de manière satisfaisante et d'avancer plus rapidement dans le respect, peut-être dans ce cas, des engagements pris par le président de la République, c'est-à-dire sous 10 ans de couvrir en grande partie, en très grande partie, le territoire national. Merci. Donc la parole est à maintenant Yves Rome. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, un sujet important sur lequel, bien entendu, l'intérêt de bon nombre de collectivités est très grand. L'inquiétude également. Tous les constats qui sont dressés aujourd'hui sur le plan du plan très haut débit tel que le précédent président de la République l'avait défini pour une atteinte de l'objectif en 15 ans ne fonctionnent pas. Le rapport de notre collègue Hervé Maurey en a témoigné ô combien efficacement. L'examen de la proposition de loi que nous avons travaillée au Sénat en a également apporté la preuve supplémentaire. Les chiffres même de l'ARCEP témoignent très concrètement que sur la base des prises mises à très haut débit, il faudrait quasi 80 ans dans le rythme actuel pour atteindre l'objectif. De la même manière, la FIEC, qui regroupe les syndicats des entreprises intéressées à l'objectif, témoigne là aussi de l'insuffisance du plan et du retard que l'État-nation est en train de prendre sur le sujet, relevant bien sûr une grande inquiétude sur l'emploi et sur la capacité d'innovation et d'apport à la croissance que tout le monde espère de ses voeux et qui ne se réalise pas. Donc, le plan très haut débit ne fonctionne pas. On peut se féliciter, comme vient de le faire d'ailleurs dans sa conclusion notre collègue Hervé Maurey, que le président de la République actuelle ait fixé l'objectif à 10 ans. Car sur des sujets d'importance pour la croissance, pour l'emploi, pour une rénovation du bien vivre ensemble sur les territoires, nous avons là un outil fabuleux et il faut savoir se fixer des frontières indépassables pour que, dans le cadre d'un New Deal du numérique, nous puissions briser le plafond de verre
pour reprendre l'expression que vous avez utilisée. Ce constat, il est partagé, il est unanime. En fait, comment peut-on demander à des opérateurs que l'on stigmatise parfois à juste titre, mais pas toujours, d'atteindre l'objectif qui est celui fixé par le président de la République, tout en sachant qu'il faut mobiliser 25 à 30 milliards d'euros, soit une moyenne de 2,5 milliards à 3 milliards d'euros par an. Le principal opérateur mobilise sur le sujet, c'est des chiffres qui vont être communiqués pas plus tard que hier midi par le secrétaire général, 300 millions d'euros. C'est-à-dire sur la capacité d'investissement de l'opérateur historique. C'est plus 80 ans qu'il faudrait, c'est quasiment un siècle. Donc, il est donc important que sur le sujet, sans vouloir tout révolutionner immédiatement, le gouvernement, puisque vous êtes porteuse de cette lourde ambition, puisse nous dire très rapidement quel correctif apporter au plan national très haut débit qui ne fonctionne pas. Et très rapidement, pour le court terme et le moyen terme, nous indiquer quel changement de paradigme pour que les objectifs fixés par le président de la République puissent connaître une crédibilité certaine sur l'ensemble du territoire national. Il ne s'agira pas d'opposer tel opérateur à tel autre opérateur. Il ne s'agira pas d'opposer les opérateurs aux collectivités territoriales. Il s'agira de mobiliser toutes les intelligences collectives sur l'atteinte de l'objectif. En tout cas, nous gardons les uns et les autres, bien que ce plan soit presque imparfait. Mais il a été vérifié par l'ensemble des observateurs du sujet que sur le haut débit, la France avait réussi à être parmi les leaders mondiaux, en tout cas les leaders sur le théâtre européen. Cela avait pu être réalisé dans l'heureux mariage ou dans l'heureuse coopération entre les opérateurs et les collectivités territoriales. Il est donc important que ce qui avait fonctionné pour le haut débit puisse être mis en œuvre sur le très haut débit, à la condition, bien entendu, que l'État, que vous représentez ici, puisse devenir le vrai pilote de ce grand sujet de compétition internationale. Merci, merci. Alors, M. Bruno Retailleau. Je suis toujours étonné quand on indique que le programme très haut débit ne fonctionne pas alors qu'il vient de démarrer, que les collectivités, j'en fais partie d'ailleurs, qui ont été admises, commencent tout juste à, comment dirais-je, à déployer. Comment peut-on porter un jugement aussi brutal avant même que les opérations soient commencées? Je voudrais poser deux groupes de questions, Madame la Ministre. Je pense que le très haut débit, c'est deux infrastructures essentielles qui sont complémentaires, mobiles et fixes. La première sur la 4G, c'est important à plus d'un titre, y compris économique, ça intéresse aussi notre commission. Nous avons veillé à ce que les conditions d'attribution des fréquences fassent que pour la première fois de l'histoire des télécoms en France, les opérateurs soient obligés de déployer simultanément les antennes dans les villes et dans la zone prioritaire rurale. Bien. Sous prétexte, ce que je comprends, les opérateurs déploient de façon expérimentale aujourd'hui dans les villes. Ma question est, comment comptez-vous, Madame la Ministre, faire respecter l'obligation réglementaire, conventionnelle, que les opérateurs ont pris de déployer simultanément dans les villes et dans la zone prioritaire pour la 4G, c'est important pour le milieu rural. La deuxième question concerne le fameux programme THD qui doit être bien sûr amélioré. Trois questions très précises. Merci d'y apporter des réponses très précises parce que les inquiétudes se portent effectivement sur trois points particuliers. Premier point sur l'engagement des opérateurs. Comment comptez-vous les faire respecter? Est-ce que vous êtes favorable à une sanction financière vis-à-vis des opérateurs ou est-ce que vous êtes favorable à un autre dispositif? Première question. L'autre point concerne la complémentarité ou la concurrence entre l'initiative publique et l'initiative privée. On peut faire beaucoup de discours. Le point essentiel, me semble-t-il, et la question que je pose est la suivante. Êtes-vous prête, demain, à subventionner des initiatives publiques dans les zones AMI? Troisième point, sur le financement.
nous sommes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, sur le programme national, il y a un sous-subventionnement des projets. Moi, je pense que le guichet A, les opérateurs en ont très peu besoin. Je pense que les collectivités qui peinent à avoir des financements auprès des banques pourraient trouver là des financements intéressants. On préférait des subventions. Mais bon, s'ils sont des prêts à un taux réduit, je pense qu'il faut, dans la période actuelle, être raisonnable sur le guichet A. Sur l'Europe, je pense que la commissaire avait annoncé un certain nombre de milliards pour les infrastructures, mais elle avait séparé en même temps une part pour le numérique. Aujourd'hui, on parle des project bonds. Ça me semblerait inconcevable que les project bonds se fassent sans une dimension européenne et numérique. Quel est votre avis? Et toujours sur le financement, le troisième point, sur l'alimentation du FAN, la taxe, nous l'avions indiqué d'ailleurs au moment où la suppression de la publicité sur France Télévisions a été votée, la taxe sur les opérateurs n'est pas eurocompatible. La question est, par exemple, alors elle ne serait pas plus compatible si on la versait dans le FAN, mais elle peut l'être, on pourra en reparler en dehors, on peut s'arranger pour qu'elle le soit, néanmoins. Bien, avec un cheminement juridique très précis. Est-ce que est-ce que le FAN, par exemple, pourrait être financé par ce biais-là, puisque cette taxe-là, la destination de cette taxe va tomber. Elle n'est pas euro-compatible. Et je pense que ce serait vertueux que les opérateurs puissent financer des réseaux qui, en même temps, font progresser leur chiffre d'affaires. Et je pense, dernier point qui est important, c'est que on a tous souffert du fait, et les collectivités notamment, qu'il n'y ait pas de pilotage national. La question de l'argent est une question, mais sur un chantier aussi stratégique, je pense que l'État doit rester stratège, doit avoir une task force. Je le dis, j'avais fait un rapport d'ailleurs en 2007 sur les 10 ans de l'ARCEP, je l'avais déjà indiqué. Il faut constituer, madame, il vous faut une task force auprès de vous, plutôt interministérielle, mais il vous la faut, parce que sinon l'État sera réduit à quelques subventions de plus en plus rares et au ministère de la Parole. Merci. Merci. Jean-Luc Fichet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, tout d'abord, moi, je voudrais rappeler une chose, c'est que quand on aborde la question du très haut débit, on a toujours le sentiment qu'il faut alimenter très vite les grandes unités, les grosses entreprises, parce que ce sont elles qui ont besoin. Et dans les faits, on constate que dans nos milieux ruraux, on a aussi des entreprises qui sont des studios d'enregistrement, par exemple, d'autres entreprises qui travaillent sur l'image, qui, elles, ont besoin de très haut débit, et pas forcément les grosses entreprises. On travaille aujourd'hui sur la question des déserts médicaux, et donc on a comme premier élément de réponse, comme approche, la télémédecine. Et si on devait effectivement développer cet aspect-là, ça veut dire qu'il y a aussi une nécessité impérieuse d'avoir du très haut débit. Mais au moment où on parle de financement, moi j'aimerais m'arrêter sur une question qui peut paraître un peu secondaire, mais qui est quand même une source d'économie et qui est en tous les cas source d'incompréhension de la part des élus locaux, à savoir les infrastructures qui existent aujourd'hui. On sait que France Télécom, aujourd'hui, à chaque fois qu'il réalise du génie civil, il pose des fourreaux en parallèle de ce qui lui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il anticipe sur le besoin de déroulement de la fibre optique et se réserve le moment venu la possibilité de dérouler très vite de la fibre optique. Cependant, il garde ça très confidentiel. Ce qui fait qu'on a des collectivités qui, aujourd'hui, réalisent des travaux de génie civil en parallèle de ceux qui existent déjà par France Télécom. Et je pense que si on arrivait à trouver un accord avec France Télécom pour qu'ils soient plus engageants dans ce domaine et qu'ils nous disent où sont ces réservations, on pourrait déjà générer des économies qui sont importantes. Alors je crois qu'il y a une loi qui le dit, mais pour l'instant, cette loi ne s'applique pas, défaut de décret d'application, sans doute. Donc il y a des avancées à faire sur cette question-là. Et donc je souhaiterais évidemment savoir un petit peu comment vous pensez approcher l'opérateur en question pour que on puisse régler cette question et puis faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de dépenser de l'argent public qui se fait rare par les temps qui courent. Merci. Merci. La parole maintenant à Alain Fouché. Monsieur le Président, donc vous avez souhaité que les questions soient courtes, donc je serai court. Deux simples questions. Madame la Ministre, êtes-vous favorable aux propositions de Martin Bouygues visant à limiter le recours aux accords d'itinérance pour déployer le mobile 3G et 4G? Et une question aussi que je crois a été évoquée, c'est quelle piste voyez-vous pour
l'abondement du Fonds d'aménagement numérique du territoire, parce que je crois que c'est très important. Je ne suis pas plus long. Merci. Merci. Monsieur Martial Bourquin. Madame la ministre, l'ensemble de mes collègues ont attiré l'attention sur le plan national haut débit. Il s'agit à la fois de l'égalité des citoyens sur des infrastructures absolument nécessaires, mais il s'agit, j'entends beaucoup aujourd'hui, j'écoute les réactions au plan automobile, on parle de compétitivité de notre industrie. Ça fait partie de la compétitivité de nos territoires et de l'industrie. Et à ce sujet, je voudrais vous poser deux questions. On parle beaucoup de désindustrialisation, et que ce soit dans les entreprises à dominante numérique, comme dans les autres PME, la question, on sait très bien que la désindustrialisation vient essentiellement du sort qui est réservé aux PME dans ce pays, et depuis des décennies. Et il y a un rapport qui est sorti il y a 3 semaines dans Challenge de M. Volo qui parle de ces PME qu'on assassine. Je partage complètement le constat qui est fait. Qu'est-ce qui est fait pour essayer de rééquilibrer les relations entre les grands donneurs d'ordre et nos PME? Deuxième chose, il y a eu un rapport du groupement des entreprises informatiques. Il y a eu le Conseil économique et social. Non, c'est pas moi. Le Conseil économique et social et l'IGAS qui ont fait un rapport sur les entreprises informatiques et le recours abusif à la sous-traitance et à l'externalisation croissante des directions informatiques. Oui, non, si, c'est lié quand même. C'est lié quand même. On est en plein dans le sujet. Il y a une politique de réduction des coûts massive qui se fait dans ces entreprises et la loi de 75 est systématiquement détournée, notamment l'article 1 et 3. Il faut que nous arrivions, concernant la sous-traitance dans ces entreprises, comme dans l'ensemble de la sous-traitance, à avoir des rapports beaucoup plus équilibrés entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants. Que pensez-vous faire concernant ce rééquilibrage entre les sous-traitants et les grands donneurs d'ordre dans cette branche-là, mais aussi dans l'ensemble des branches industrielles? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol. Oui, je vais m'inscrire dans la continuité de mon collègue Martial Bourquin parce que, Madame la ministre, d'abord pour vous féliciter de votre nomination. C'est la première fois que vous venez devant notre commission. Donc c'est le moment de le faire, vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir. Et puis aussi parce que au Sénat, vous allez voir, vous allez être beaucoup ministre du numérique. Beaucoup, et effectivement, Martial Bourquin a raison de parler des PME. Parce que nous avons effectivement un tissu de PME extrêmement fragile, à la fois pour celles qui sont déjà existantes, mais aussi pour les nouvelles, pour les start-up. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment votre cabinet avec un dossier qui était, je ne vais pas vous parler de mon dossier, hein, mais parce qu'il est assez exemplaire et assez banal, somme toute, d'une jeune entreprise très sérieuse et très performante sur le plan de l'innovation, et qui ne trouve dans un premier temps pas de fonds d'amorçage, et puis dans un deuxième temps pas de fonds de croissance. C'est-à-dire que quand ces gens vous disent au bout d'un moment, bah, écoutez, voilà, soit on part aux États-Unis parce que les fonds là-bas on les trouve, les levées de fonds sont rapides et efficaces, soit nous on veut rester en France, mais comment on fait? La Banque publique d'investissement est une réponse, elle est très attendue. Très attendue. Je réserve quel calendrier sur la Banque publique d'investissement. Puis après, je vais vous poser une question probablement un peu naïve. Une question. C'est Daniel Raoult qui fait du buzz? Fait du buzz tout fort que je profite. J'aime pas quand vous savez bien, Monsieur le Président, que j'aime pas quand je peux pas profiter de vos bons mots quand vous les réservez à vos voisines. Et je continue donc. Une question naïve, comment se fait-il qu'on n'ait aucun moyen à l'égard des banques françaises qui ont une capacité de risque incommensurable quand il s'agit d'intervenir dans le secteur financier
et un refus du risque total lorsqu'il s'agit d'intervenir dans le secteur des PME. Voilà. Et je me demande quand même pourquoi on n'a pas les outils de contrainte, de négociation, de discussion avec les banques pour les conduire, si ce n'est par des formes légales, au moins par de la discussion, à réorienter leurs interventions et à prendre un tout petit peu de risques, et qui souvent sont des risques d'ailleurs très mesurés, parce qu'on est capable avec elles d'identifier des entreprises qui, à coup sûr, vont réussir, pour peu qu'on ait les moyens de les garder en France. Merci. Alors, les questions de M. Jean-Claude Lenoir et Catherine Morin-Desailly ont-elles trait au numérique? Oui. Ça change. Voilà. Non, c'est parce qu'avant que vous arriviez, nous avions défini que les premières questions avaient trait, et vous étiez là, et Laurent n'était pas là, donc elle ne pouvait pas le deviner. C'est pour ça que le président Raoult vous a stigmatisé, cher collègue. Il n'a pas râlé, mais il a parlé. Non, c'est tout. Pardon? On le savait. On le savait. Non, si peu. Si peu. Alors, Monsieur Lenoir et Madame Morin-Desailly, vous intervenez dans le cadre du numérique, et après, c'est M. Raoult qui prend la suite pour les questions qui ont trait à tout le reste. Très bien. Oui, messieurs les présidents, Madame la Ministre, les excellentes interventions de mes non moins excellents collègues qui m'ont précédé rendent inutile une bonne partie du propos que j'aurais tenu, ce qui va satisfaire le président Raoult. Alors, je voudrais simplement vous poser deux questions, Madame la Ministre. D'abord, est-ce qu'il vous serait possible de nous faire un état comparatif de la situation du haut débit, du très haut débit en France et en Europe, que nous voyons, puisque tout à l'heure nous avons parlé de la compétition, la compétitivité, qu'en est-il chez nos voisins? Deuxième question, j'étais extrêmement intéressé de vous entendre parler du contenu des moyens qui sont offerts notamment aux jeunes à travers le numérique, les outils pédagogiques. On parle beaucoup de technique, mais il est important, et l'initiative que vous avez prise, je crois, en prenant contact avec votre collègue Vincent Payon, me paraît extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes ont des facilités que nous n'avions pas. En tout cas, je parle pour les personnes de ma génération. Je parle pour les les personnes de ma génération. Et en réalité, on s'aperçoit que malgré les technologies qui leur sont offertes, le contenu qui pourrait leur servir pour leur formation, leur information, leur éducation est complètement inexistant, puisque en réalité c'est un contenu plutôt ludique. Alors je serais intéressé à savoir quelles sont les pistes que vous avez par rapport à ça. Je me permets simplement de vous préciser que, étant retenu à une réunion de commission de la contrôle l'application des lois à 16h, il est possible qu'au moment où vous preniez la parole, je ne sois pas là. Sachez simplement que je ne pourrai malheureusement pas dépasser 16h. En tout cas, ce n'est pas pour vous demander de me répondre en premier, simplement pour éviter que vous puissiez penser que je ne manifestais pas la politesse élémentaire. Merci. Madame Morin-Desailly. Oui, tout à l'heure, notre collègue Hervé Maurey a souligné l'importance de l'aménagement du territoire, parce qu'il a dit que c'était un enjeu économique. Je voudrais aller plus loin et dire que c'est un enjeu sociétal, un enjeu de santé, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs très justement, Madame la Ministre, hier au Club parlementaire du numérique, un enjeu de civilisation, un enjeu éducatif. Bref, je crois qu'on n'est plus sur Internet, je crois qu'on est dans Internet. Et je renvoie mes chers collègues aux conclusions du colloque que notre groupe Médias et Nouvelles Technologies a organisé la semaine dernière, parce que c'était sur les effets sociétaux de la révolution numérique, et on a mesuré là, à la faveur d'intervenants extrêmement brillants, le monde dans lequel nous basculions. Moi, je m'intéresse plutôt aux usages, Madame la Ministre, et notre préoccupation est aussi dans cette enceinte, plus largement, de savoir comment, parce que finalement, je pense que ça va se traiter au niveau européen, comment on va lutter contre les géants américains. Je crois que c'est une stratégie globale et industrielle du numérique qu'il nous faut soutenir, et c'est au niveau européen, dans une Europe plus intégrée financièrement, budgétairement, fiscalement.
notre commission des affaires européennes, quand elle s'est rendue à la COSAC à Copenhague, je parle sous le contrôle de ma collègue Bernadette Bourzet, en avril dernier, a vraiment souligné, je vous l'ai dit hier, à quel point il était important que la fiscalité ne puisse pas faire l'objet d'une concurrence déloyale entre pays qui pratiquent le dumping fiscal et s'y installent du coup des géants américains qui viennent capter toute la valeur ajoutée de ce que nous savons intelligemment construire, en tout cas dans notre pays. Il y a là une vraie question qui nous préoccupe. Nous saluons la poursuite des travaux du gouvernement actuel quant à la défense aussi d'une TVA adaptée aux œuvres numériques. Je pense en particulier aux livres numériques. Vous savez que c'est le Sénat qui a été fer de lance de cette TVA adaptée et harmonisée avec le support papier, mais également la presse. Nous avons aussi fait passer un amendement ici qui harmonise la presse numérique à la presse papier. La presse est justement un monde qui bouge beaucoup et qui subit de plein fouet la mutation numérique. Ce sont des entreprises plus ou moins grandes qui ont aussi besoin de se voir définir de nouvelles modèles économiques. Je voulais un petit peu savoir aussi sur ce sujet particulier ce que vous en pensiez. Mais avant tout, comment vous plaidez vous-même et vous engagez au profit d'une stratégie européenne globalisante, c'est-à-dire qui intègre également la fabrication des équipements, des logiciels d'application, des serveurs. À quand un infonuage européen? Je pense qu'il y a un enjeu aussi de civilisation, de captation des données. Et il y a peut-être une question essentielle. Google prétendait vouloir organiser l'information du monde. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons très clairement? Merci. Dernière question, Madame Bourzet. Voilà, merci Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur les aspects techniques du haut débit, puisqu'ils ont été abondamment développés par Michel Teston, qui est un maître en la matière, et mes collègues. J'insiste simplement sur le fait qu'il est important pour les collectivités territoriales qui ont pris des initiatives au niveau du haut débit, et je pense en particulier à la région Limousin avec le syndicat mixte Dorsal, qu'il est important effectivement de soutenir ces collectivités territoriales pour qu'elles puissent couvrir l'ensemble des territoires ruraux, y compris handicapés, qu'il s'agisse de haute, de moyenne montagne ou d'isolement comme les îles. Ma question, Madame la Ministre, portera principalement sur les financements européens. La Commission des affaires européennes et la Commission économique du Sénat ont adopté, c'était en février, une PPR sur le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe qui portait sur 50 milliards de crédits, dont 30 milliards de mémoire pour les transports, 10 milliards pour les interconnexions énergétiques et environ 10 milliards, un petit peu moins, pour toutes les télécommunications. J'aimerais savoir, Madame la Ministre, si ces 50 milliards sont bien prévus dans le plan de relance qui vient d'être adopté au dernier Conseil européen et quelle usage la France espère faire de ces crédits pour justement répondre aux besoins de lancer ou de relancer ce schéma national du haut débit. Merci. Madame la Ministre. Alors, du coup, je les prends dans l'ordre ou je... Oui, ce que vous voulez. Si vous voulez faire plaisir, Madame Lenoir. Oui, il y a pas mal de questions, c'est vrai, qui se recoupent. Donc je vais peut-être faire plaisir à Monsieur Lenoir parce que comme il... Non, ça va pas. Je suis flatté, Madame. Je vais aller rapidement. Sur l'e-éducation, parce qu'effectivement les usages, et Madame Morin-Desailly en a parlé aussi, je pense que c'est quand même aussi un aspect qu'on a assez peu effleuré jusqu'à présent. Les tuyaux, c'est important, mais effectivement les usages, c'est très important pour rentabiliser ces fameux tuyaux. Donc je pense qu'effectivement nous avons porté pendant la campagne des projets très ambitieux qui mettront sans doute un certain temps pour voir le jour, mais effectivement je pense qu'il y a des applications absolument et des usages absolument indispensables qu'il nous faut développer en matière d'éducation et de numérique, parce que tout d'abord parce que les autres pays commencent à prendre énormément d'avance sur ces sujets et par conséquent deviennent un peu leaders sur tout ce qui est standardisation et normes. Et on sait bien qu'en matière numérique, quand on possède la capacité de déterminer les standards et les normes, eh ben, on est les maîtres du monde. Et donc les Français sont un peu en retard là-dessus. Et c'est vrai aussi en matière d'éducation. Aujourd'hui, les éditeurs de livres
scolaires sont en train de prendre la mesure de la nécessité de la transition numérique. Donc on travaille avec eux pour alléger le cartable, mais aussi pour réfléchir, et là c'est important de mettre l'enseignant au cœur de cette réflexion, réfléchir à la manière dont le numérique peut modifier en profondeur la pédagogie. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que tous les pays dans lesquels ces réformes sont réussies sont des pays qui se sont construites autour moins de l'élève que de l'enseignant, pour que la réforme soit plus acceptable, et aussi parce qu'il y a nécessairement, il ne s'agit pas uniquement de donner des supports, des tablettes ou des ordinateurs, mais il faut vraiment réfléchir au contenu. Je crois que c'est ça qui est très important, c'est de redéfinir la manière dont le numérique peut favoriser le travail collaboratif. Enfin, ça change complètement les pratiques pédagogiques. Donc ça, je crois que c'est très important, et c'est un chantier sur lequel travaille actuellement François Monboisse, dans le cadre du chantier qui a été lancé par Vincent Payon. Et nous avons une réflexion parallèlement sur la manière dont nous pourrions modifier effectivement les maquettes pédagogiques, à la fois dans le secondaire mais aussi dans le supérieur, pour les orienter sur l'acculturation de nos élèves au numérique, ce qu'on appelle aux États-Unis des humanités numériques, c'est-à-dire pas seulement apprendre à taper et à chercher sur Google, mais à coder, à avoir des notions de gestion de projet, de design, enfin vraiment d'aller en profondeur dans ces nouvelles cultures numériques qui nous paraissent importantes à maîtriser pour être demain adaptées aux défis économiques en la matière. Donc je reviens à l'ordre initial. Donc sur les questions du sénateur Moret, évidemment, il n'est pas question de passer par pertes et profits le travail considérable qui a été fait par le Sénat dans le cadre de la préparation de la proposition de loi, bien entendu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes invité à vous exprimer à partir de vendredi, et c'est un travail qui sera un travail continu, peut-être interrompu pendant la trêve estivale, mais qui reprendra à la rentrée pour nous conduire à définir la feuille de route. Nous souhaitons bien sûr prendre en compte tous les travaux qui ont été faits jusqu'à présent, parce que nous considérons que le plan national très haut débit, tel qu'il a été défini par le précédent gouvernement, n'est pas satisfaisant. Et il n'est pas satisfaisant, vous l'avez très bien dit, pour plusieurs raisons. Première raison qui nous paraît très importante, c'est effectivement le problème du pilotage. Il n'y a pas de pilote dans l'avion aujourd'hui. Donc nous souhaitons mettre en place un pilotage national qui prendra la forme d'un établissement public ou d'un GIP, enfin, pour l'instant la forme juridique n'est pas encore définie, mais elle sera justement à discuter à partir de vendredi. Ça sera un sujet, la déclinaison aussi peut-être régionale sera également à discuter. C'est la raison pour laquelle également nous pensons que la question du financement, au-delà du FANT, se pose plutôt dans la perspective plus générale de cette instance de pilotage, parce que pour nous, dans la conception que nous en avons en tout cas et que nous allons proposer à la discussion à partir de vendredi, cette instance de pilotage, elle a pour vocation à être une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les collectivités locales qui déploient leur schéma ou qui réfléchissent à leur schéma départementaux d'aménagement numérique du territoire, ou à la conception de leur réseau, ou à la maîtrise d'ouvrage de leur réseau. Donc il nous faudra de la compétence technique, d'ingénierie de très haut niveau dans cette instance nationale pour aider justement les collectivités locales à définir leur cahier des charges techniques et après à assurer la maîtrise d'ouvrage des investissements. Et puis parallèlement, cette instance nationale aura vocation effectivement à gérer les financements, donc à la fois le volet subvention et le volet prêt aux collectivités locales, si nous parvenons à transformer ce guichet A, c'est notre souhait, qui effectivement n'est pas mobilisé parce qu'il a été mal conçu, et à transformer ce guichet A en un guichet de prêt aux collectivités territoriales. Nous sommes en train d'essayer en ce moment d'obtenir ce résultat dans le cadre des discussions budgétaires. Donc problème de pilotage national que nous souhaitons régler très rapidement parce que ça conditionne le début des travaux, tout simplement. Ensuite, la question, bien je viens de le dire, du financement. Donc on a abordé la question des subventions publiques. Pour l'instant, l'abondement qui était abondement État de 900 millions d'euros est effectivement insuffisant pour assurer le financement du plan très haut débit. Donc il nous faudra réfléchir, et ça fera aussi l'objet des discussions que nous aurons avec vous à partir de vendredi, à la manière dont nous pouvons mobiliser des financements complémentaires, alors des financements européens. Donc là, je réponds aussi simultanément à plusieurs questions qui ont été posées. Sur l'accès à la fois aux fonds structurels, aux mécanismes d'interconnexion et également à la question des project bonds. Mais je rajouterai aussi les financements de la Banque européenne d'investissement qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que la structure que nous créerons, la structure nationale, ou vous-même collectivité territoriale, nous ferons en sorte qu'il y ait une communication pour que vous puissiez avoir accès aux prêts de la BEI
qui peut financer, qui peut participer au financement de ces travaux d'infrastructure parce qu'elle peut octroyer des crédits à des taux avantageux pour des investissements de long terme. Donc nous essaierons de faire en sorte de centraliser dans cette instance de pilotage l'ensemble des financements qui seront à la disposition des collectivités pour déployer les réseaux de très haut débit localement. Et puis, ce qui nous paraît effectivement très important, vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, les modèles économiques ne sont absolument pas sécurisés, ni pour les collectivités, mais ni pour les opérateurs d'une certaine façon. Donc, en réalité, aujourd'hui, les collectivités locales n'ont absolument aucune garantie que dans les zones non denses, les réseaux qu'elles seront éventuellement amenées à déployer seront utilisés par les opérateurs. Et inversement, les opérateurs ont assez peu de garanties que le déploiement se fera dans des conditions techniques qui leur permettront de déployer ces services. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que cette instance nationale est absolument essentielle. Il nous faut définir à l'échelle nationale ce cahier des charges techniques en partenariat avec les collectivités locales et avec les opérateurs pour savoir quelles sont les spécificités des réseaux qui permettront d'assurer le déploiement des services et aux opérateurs de garantir aux collectivités qui se lanceront dans ces investissements que leurs réseaux seront rentables et qu'ils leur permettront et qu'ils seront effectivement utilisés par les opérateurs. Alors la question que soulevait, je ne sais plus si c'est le sénateur Moret sur le double investissement, non, c'est Monsieur Fichet. C'est Monsieur Fichet qui signalait que dans sa région, France Télécom en douce tirait des fourreaux pour y installer la fibre plus rapidement par la suite. Bon, effectivement, je pense que là, il est de notre rôle et en lien avec l'ARCEP sans doute de demander d'exiger de la part des opérateurs qu'on ait une cartographie exacte de l'existant, parce qu'effectivement, dans certaines zones, le déploiement de la fibre peut s'effectuer dans des fourreaux qui sont déjà existants et il n'est pas question de dupliquer ces fourreaux et de consacrer de l'argent à dupliquer des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc nous allons faire en sorte que les opérateurs nous donnent la cartographie exacte de leurs installations pour que nous puissions, le cas échéant, utiliser ces installations pour déployer plus rapidement le très haut débit. Nous instaurons une relation avec France Télécom, d'État actionnaire un peu plus viril que par le passé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions du sénateur Moret. Non, il y avait la question sur le téléphone mobile. Donc, effectivement, sur la téléphonie mobile, il y a la question de la couverture des zones blanches. Donc ce programme, il est en cours et il associe pour le moment l'État, les opérateurs et les collectivités locales depuis 2003. Il a déjà permis de couvrir quand même un certain nombre de centres-bourgs de communes, hein, puisque je crois que 3083 communes, et très exactement, ont été couvertes depuis 2003, ce qui correspond à 97,7% du territoire couvert. Alors évidemment, il reste à couvrir les autres communes restantes. Elles sont au nombre de 217, hein, d'après ce que nous savons. Non, vous pensez que c'est plus que ça? Non, mais c'est qui devait redéfinir la mesure qui est en rade. Madame le ministre, quand on dit couverture, on prend la couverture au centre-bourg. Et tous les écarts ne sont pas comptabilisés, ce qui veut dire que... D'accord. Donc en fait, je pense que la réponse à cette question, c'est bien plutôt effectivement de rediscuter avec l'ARCEP la mesure de la qualité de service et les critères qui seront audités dans le cadre de ces mesures de qualité de service. Et ça, nous pouvons effectivement avoir une discussion avec l'autorité de régulation pour vérifier avec elle la pertinence des critères et je pense que ça serait effectivement utile pour ne pas donner une mauvaise définition de la couverture en téléphonie mobile. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Non. Alors, donc, Monsieur Retailleau, donc sur le très haut débit mobile et la question de la 4G, là effectivement vous avez souligné à juste titre que les opérateurs se sont engagés à déployer à chaque fois sur un volet, enfin sur un rythme assez symétrique qui est paritaire, une antenne ou une installation dans les centres-villes ou dans les villes ou dans les zones denses et puis une dans les zones prioritaires rurales. Donc nous
soyez assurés que c'est une obligation réglementaire, donc nous veillerons à faire en sorte que les opérateurs respectent cette obligation réglementaire. Nous y serons très vigilants. Pour le moment, les expérimentations, elles ont essentiellement pour objectif de nous aider à mesurer les investissements que nous allons devoir accomplir pour nettoyer les bandes sur lesquelles il existe des brouillages avec les fréquences de la TNT. Donc ce sont vraiment des expérimentations qui ont pour vocation à nous aider à procéder à ces investissements. Pas toutes, hein, puisque le canal qui est brouillé, c'est le canal du bas. Or, le canal n'est pas utilisé pour des grandes villes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de brouillage sur ces zones-là. Non, mais les fréquences pour l'instant qui ont été ouvertes pour la 4G sont des fréquences 800. Le seul opérateur qui a une autre fréquence qui est sur une autre bande, c'est Free pour l'instant. Et donc, nous, pour l'instant, notre priorité, c'est de faire en sorte que la bande 800 soit effectivement utilisable pour que les 3 autres opérateurs, SFR, Bouygues et France Télécom, puissent déployer la 4G sur cette fréquence-là. Sur le plan national très haut débit encore, est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles je n'avais pas répondu sur l'engagement des opérateurs? Donc effectivement, nous souhaitons faire en sorte que les opérateurs qui se sont manifestés sur les zones AMI soient plus contraints par leurs engagements qu'ils ne l'étaient dans la situation antérieure ou dans la situation encore actuelle. La question des sanctions financières ou la question de la nature juridique de l'engagement, je pense que c'est quelque chose dont il faudra qu'on discute lors de la table ronde qui aura lieu vendredi. Effectivement, il faut faire en sorte que les opérateurs soient contraints de respecter leurs engagements. Nous étions plutôt sur une ligne qui consistait à avoir un observatoire national qui serait sans doute piloté par l'établissement public ou le GIP de pilotage. Nous souhaitons que dans le cadre de ce pilotage national, il y ait effectivement un observatoire qui puisse permettre en toute transparence vis-à-vis à la fois des consommateurs et des collectivités locales, de contrôler le rythme de déploiement des investissements et le respect des engagements pris par les opérateurs. Et en tout cas, l'opérateur le plus concerné étant l'opérateur historique dans lequel l'État est actionnaire, je pense que nous aurons un levier aussi pour faire en sorte qu'il respecte ses engagements et le rappeler à l'ordre fermement si ce n'est pas le cas. Donc je pense que ce sera, en tout cas nous, ce que nous proposerons vendredi. Sur le guichet A, j'ai répondu qu'effectivement nous souhaitions convertir ce guichet en un guichet à la faveur des collectivités locales. Sur l'Europe, effectivement, la Commission nous a demandé d'émettre un certain nombre de projets pour à la fois les project bonds et le mécanisme d'interconnexion MIE européen. Donc nous avons souhaité, dans les discussions que nous avons eues dans les conseils compétitivité et avec les commissaires, nous avons souhaité que le MIE puisse permettre d'intervenir sur les réseaux de collecte, ce qui n'était pas initialement prévu. Et donc je pense que cela pourra être le cas, mais il faut aujourd'hui que les collectivités puissent se manifester tant auprès de la banque, la BIE, qu'auprès de nous pour que nous puissions porter des projets concernant les project bonds, pour que nous puissions avoir accès à ces financements, parce qu'ils sont, comme vous l'avez souligné, assez peu élevés finalement pour 27 pays. Et donc, nous avons tout intérêt, effectivement, à nous mobiliser collectivement pour faire émerger des projets finançables et à les présenter. Alors, pour la BIE, ça peut être collectivité locale directement à la BIE, ou ça peut être porté par une structure qui serait notre structure de pilotage, éventuellement auprès de la banque de la BIE. Sur les questions encore de financement et la question de la taxe Copé, vous soulevez un point effectivement très important. Nous sommes très clairement exposés à une remise en cause à la fin de l'année de cette taxe Copé qui va conduire l'État à rembourser à peu près un peu plus d'1 milliard aux opérateurs, près d'1,5 milliard aux opérateurs. Donc effectivement cette circonstance
complexifie un peu la discussion qu'on peut avoir avec les opérateurs aujourd'hui sur la mise à contribution, leur mise à contribution dans le cadre du financement des investissements liés au très haut débit. Donc nous allons essayer de trouver un moyen intelligent de faire coïncider les calendriers et de faire en sorte que effectivement, si la taxe Copé qui n'est pas eurocompatible, si donc cette taxe Copé est annulée, que nous puissions faire en sorte que une taxe d'un montant équivalent peut-être, ou en tout cas une taxe sur les opérateurs puisse venir la remplacer et qu'elle serve à abonder les financements destinés au déploiement des réseaux, puisque là pour le coup ce serait eurocompatible. Voilà donc pour cette audition qui a eu lieu en début d'après-midi au Sénat. Prochain rendez-vous de l'actualité politique et parlementaire, le journal de 22 h présenté par Pierre-Henri Gergonne. Il reçoit notamment ce soir Alain Vidalis, le ministre aux Relations avec le Parlement. Vous pouvez bien sûr toujours retrouver les auditions et la séance sur notre site publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.